Salut à tout le monde, merci encore de vous connecter sur notre vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un thème très spécial et voilà, sans plus tarder, on passe d'abord au générique et après, on va introduire le thème du jour. Voilà, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important et ça concerne les finances. Je sais que sur la chaîne, on a déjà parlé des finances d'une manière ou d'une autre. On a parlé de la carte de crédit, on a parlé de la carte bancaire, on a parlé un peu du système bancaire au Canada. Mais ici, on va parler un peu des finances de manière générale au Canada et beaucoup plus pour nous, les nouveaux arrivants, pour les nouveaux arrivants et pour ceux même qui euh, ont projet de venir au Canada, que ce soit en tant qu'étudiant, en tant que travailleur, en tant que résident permanent. D'abord de un, pour comprendre le système financier d'un pays ou bien du Canada, il faut d'abord comprendre la monnaie, la valeur de la monnaie canadienne. Pour ceux qui utilisent le franc CFA, euh, un dollar canadien est sensiblement égal à 450 francs CFA. Donc c'est plus ou moins, des fois ça varie, ça peut être 430, des fois ça peut être 450, 455, ça varie. Donc le dollar canadien est sensiblement inférieur au dollar américain. Donc un dollar américain peut être pratiquement 1,50 canadien, 1,70 canadien, ça varie. Peut-être même 2 dollars. Non, 2 dollars c'est un peu trop beaucoup, mais voilà, le dollar américain est un peu légèrement supérieur au dollar canadien avec des cents. Donc pour ceux qui sont habitués au dollar américain, ici c'est le dollar canadien parce qu'on parle du système financier du Canada. Le dollar américain est sensiblement supérieur, n'est-ce pas, au dollar canadien. Mais pour ceux qui viennent d'Afrique, n'est-ce pas, le dollar canadien reste très supérieur à beaucoup de monnaies locales en Afrique. Maintenant, pour ceux qui viennent de l'Europe, de la France ou des pays européens, naturellement, l'euro est supérieur. Pour ceux qui utilisent l'euro, bien évidemment, l'euro est supérieur au dollar canadien. Donc, c'est un peu, ça sera plutôt une dévaluation, je vais dire comme ça, la monnaie va plutôt baisser, la valeur de la monnaie va plutôt baisser. Donc, si vous venez avec de l'euro, la plus-value sera plus grande que si vous venez avec du franc CFA où la plus-value sera un peu plus petite. Donc, déjà, lorsqu'on comprend cela, on se rend compte que si on avait beaucoup d'argent dans notre pays d'origine, et je prends ici l'occurrence de l'Afrique parce que je sais que c'est beaucoup plus les Africains qui seront impactés par ce changement parce que le système financier en Afrique, dans la plupart des pays africains, est essentiellement différent du système financier en Occident. Donc, je vais beaucoup plus m'intéresser, je vais beaucoup plus parler à la population africaine, aussi à la population caribéenne, parce que je sais qu'il y a des Haïtiens aussi qui parlent français, de l'île Maurice et tout. Donc, à la population caribéenne aussi, où la monnaie peut être sensiblement faible. Donc, pour nous autres qui venons de l'Afrique, avec un système financier totalement différent du système canadien et avec une monnaie totalement différente de la monnaie du dollar canadien, n'est-ce pas? Si on a beaucoup d'argent en Afrique, ça devient naturellement petit ici au Canada. Donc, si on vient avec des millions, on va se rendre compte que peut-être ça ne vaut même pas 100 000 dollars, peut-être ça ne vaut même pas 10 000 dollars. Vous voyez, parce que 10 000 dollars, c'est pratiquement 4 500 000. Donc, si vous venez avec 1 million pensant que je suis venu avec beaucoup d'argent, vous allez vous rendre compte que ces 1 million-là ne valent pas grand-chose. C'est pratiquement 2 000 dollars ou 2 000 et quelques. Donc, ça ne va pas vraiment grand-chose ici. Donc, pour déjà comprendre ça, je ne veux pas rentrer aussi dans la vie, le coût de vie au Canada parce qu'on a déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Pour ceux qui sont intéressés par cela, allez regarder nos anciennes vidéos sur le coût de vie au Canada, la vie d'un étudiant au Canada. On a parlé un peu du coût de vie, on a parlé aussi du loyer et autres. Donc, on a aussi parlé même des villes, étudiants à Toronto, étudiants à Montréal. Allez regarder les vidéos. On a parlé aussi de différentes villes et tout. Sensiblement, où vous vous trouvez, ça peut être plus ou moins cher. Mais ici, on va parler du système financier en général. Et on a touché d'abord la monnaie. Donc, comme je l'ai dit, la monnaie en Afrique est inférieure à la monnaie au Canada. Donc, préparons-nous vraiment en conséquence, beaucoup plus pour ceux qui viennent faire les études. Parce que lorsque vous voyez 15 000 dollars, ça a l'air de ne pas être beaucoup. Non, mais en réalité, si vous faites la conversion, n'est-ce pas, vous allez vous rendre compte que c'est énormément d'argent. Et lorsque je dis 15 000 dollars, c'est
la pension pour un college, donc ça veut dire pour une institut de formation, pas pour le système universitaire, mais toujours l'université, mais pas l'université académique, pas le programme académique, le programme un peu plus professionnel. Vous voyez? Donc, pour ceux qui font les études, vont faire des études un peu plus professionnelles, la moyenne, ça sera pratiquement dans les 15 000 dollars, dépendamment du programme que vous faites. À l'université, ça va varier dans les 25 000 à 30 000 dollars. Donc, vous voyez un peu que si vous voulez convertir, ça vous revient à combien? Donc, c'est là maintenant que vous allez évaluer votre budget. Et c'est ça qui va déterminer vraiment comment vous allez gérer vos finances une fois arrivé au Canada. Pour les travailleurs aussi, c'est sensiblement la même chose parce que ceux qui viennent peut-être avec permis de travail ouvert ou bien avec la résidence permanente, très souvent c'est vrai, le gouvernement demande que vous venez avec de l'argent déjà sur vous. Mais prenez en compte qu'il faut vraiment que vous ayez assez d'argent parce que lorsque vous allez venir, vous dites, ok, j'ai 5 millions, je vais venir avec. Oui, 5 millions, c'est relativement 10 000 dollars. 10 000 dollars, c'est vrai, c'est beaucoup d'argent, oui. Ça peut vous soulager pendant quelques temps, dépendamment du nombre de personnes avec qui vous venez. Parce que si vous venez en famille, vous, votre femme avec peut-être un ou deux enfants, n'est-ce pas? Là, ça change la donne. Là, maintenant, vous n'allez pas louer une chambre. Vous allez louer peut-être un appartement, une chambre, salon, je ne sais pas, deux chambres, salon. Et maintenant, à combien ça revient ces appartements-là? 2000, 2500 dollars, 3000 dollars, voire, dépendamment où vous louez. Donc, vous allez rapidement voir que ces 10 000 dollars-là, rapidement, en 5 mois, en 6 mois, vous avez fini votre argent avec le loyer, avec le transport, avec la nutrition. Vous voyez un peu, donc c'est vraiment, vraiment nécessaire déjà d'évaluer. Je commence par là, vraiment, sur la monnaie, d'évaluer vraiment quelle est la valeur de la monnaie et quelle est la valeur de la monnaie relativement à mon pays d'origine. Vous voyez, relativement à mon pays d'origine. Parce que si vous venez sans vous en rendre compte, vous allez vraiment, vraiment passer par des sales draps, n'est-ce pas? Parce que vous n'avez pas pris en compte. Je me rappelle lorsque la plupart des personnes qui arrivent ici, et lorsque moi j'y arrivais, on a toujours tendance à convertir. Parce que tu te rends compte que, waouh, un dollar, une personne va dire, oh non, ça coûte juste un dollar. C'est moins cher. Mais pour toi, quand tu convertis, tu te rends compte que un dollar, c'est 450 francs. Oh, avec 450 francs, peut-être tu te fais un petit marché ou bien tu achètes une boîte de riz, je ne sais pas quoi. Donc, tu t'imagines ce que tu peux acheter avec 450 francs dans ton pays d'origine. Tu te dis, waouh, ici, un dollar, voilà juste ce que je peux m'offrir avec. Or, dans mon pays d'origine, je peux m'offrir comme ça 3, 4, 5. Vous voyez? Donc, c'est là vraiment où ça commence à payer, ça commence à cliquer, ça crée un déclic maintenant dans la tête des gens pour dire, waouh. C'est là que je te rends compte à quel point la monnaie de ton pays d'origine est faible. Je ne suis pas ici pour tirer sur une monnaie quelconque. Je suis juste en train de donner les réalités du terrain, les réalités sur le système financier au Canada, les finances, comment gérer ses finances aussi au Canada. Donc c'est pour ça que je parle de la monnaie et je veux un peu m'appuyer là-dessus. Désolé si la vidéo sera un peu longue parce que j'ai un peu envie de toucher certains points phares. Et je ne me prends pas pour un expert en finance ou bien je n'ai pas fait finance à l'université. Je ne me prends pas pour un expert en finance. Je parle juste de mon vécu personnel, des réalités que je vois sur le terrain, de mes expériences personnelles aussi, de ce que je peux voir dans la société canadienne. J'ai eu à travailler aussi dans des institutions financières. Donc, je peux, n'est-ce pas, avoir une petite idée sur comment les finances se passent ici. Donc, après avoir parlé de la monnaie, on vient maintenant dans le système financier proprement dit. Ça veut dire quoi? Lorsque vous venez au Canada, l'une des premières choses que vous serez amené à faire, n'est-ce pas, c'est d'ouvrir un compte bancaire. Parce que quoi? Ici, la majorité des choses se font avec la carte, soit la carte de débit, soit la carte de crédit. Peu sont ceux qui utilisent le cash. Même si vous utilisez le cash, n'est-ce pas, ça sera beaucoup plus peut-être pour le bus, peut-être pour laver des habits, parce que des fois, les machines prennent des pièces. Ça sera peut-être en passant comme ça, si peut-être vous avez payé quelque chose, on vous a remboursé en cash, je ne sais pas quoi. Donc, on vous a donné du cash et tout. Donc, la majeure partie des transactions se font avec la carte bancaire, soit la carte chèque, du compte chèque, ou la carte de crédit. Donc, préparez-vous déjà à cela. Donc, lorsque une des premières choses qu'on va vous introduire, au-delà de la paperasse administrative, vous serez appelé à ouvrir un compte bancaire. Et donc, dès lors que vous ouvrez un compte bancaire, vous entrez dans le système. Très souvent, lorsque vous aurez votre premier compte bancaire, on vous propose une carte de crédit. Ça peut être une carte de crédit avec un faible taux. Donc, ça va être une carte de 500 dollars, 300 dollars, 1000 dollars et que sais-je encore. Ça dépendamment du nombre du dépôt même que vous faites. Parce que si vous venez faire un dépôt peut-être, je ne sais pas, de 10 000 dollars, il y a des chances qu'on peut vous donner une carte de crédit même de 2000 dollars.
Dépendamment aussi de votre statut au Canada. Si vous venez en tant qu'étudiant, c'est différent. Si vous venez en tant que travailleur, c'est différent. Si vous venez en tant que résident permanent, c'est différent. Dépendamment de la durée de votre statut ou de la durée de votre séjour au Canada, ça va varier les risques que la banque peut prendre. Parce que si vous êtes étudiant, je suppose que voilà, c'est pas stable, c'est pas assez stable, n'est-ce pas? Et vous n'aurez pas potentiellement assez de revenus pour pouvoir, n'est-ce pas, gérer vos ressources, n'est-ce pas? Donc, ils seront moins prompts à vous donner du crédit. Or, mais si vous venez en tant que résident permanent, même si vous n'êtes pas directement du travail, voilà, même si vous n'avez pas le travail, vous serez là pour une longue durée. Et donc, avec le temps, vous allez avoir un travail, vous allez vous stabiliser et tout. Donc, ils peuvent prendre plus de risques pour un résident permanent de lui donner une carte de crédit un peu plus lourde qu'un étudiant. Donc, après, le crédit, ça dépend de tout un chacun. D'autres peuvent penser que le crédit, c'est bien. D'autres peuvent penser que le crédit, c'est à éviter. Après, ça dépend de comment on aborde le crédit, comment est-ce que on voit la chose. Mais d'entrée de jeu, lorsque vous allez ouvrir votre compte, n'est-ce pas, à la banque, on va vous donner on va vous ouvrir un compte chèque avec une carte bancaire. On va aussi potentiellement vous donner une carte de crédit à moins que vous dites non. Donc c'est comme ça que vous commencez votre séjour, n'est-ce pas, votre marche financière au Canada. Donc maintenant, ça va dépendre maintenant de comment vous allez gérer, n'est-ce pas, vos finances. Moi, ce que je vais dire potentiellement, après, je me rappelle, j'avais suivi un cours un de mes tontons, un de mes grands frères, qui qui nous donnait un peu des, des tips, n'est-ce pas, sur les finances, il donnait un peu un petit, entre guillemets, enseignement sur comment gérer ses finances. Il parlait de ceux qui, des preneurs de risques ou bien des gens qui sont un peu plus sécuritaires. Donc, ça va aussi de pair avec comment vous allez gérer vos finances. Moi, en général, ce que je conseille aux nouveaux arrivants, c'est premièrement de savoir déterminer quelles sont mes priorités. Quelles sont mes priorités? Parce que, honnêtement dit, au Canada, il y a beaucoup de distractions, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous distraire, nous éloigner de notre objectif principal. Quelle est la raison pour laquelle on vient ici? Beaucoup d'entre nous, des fois, arrivons et puis on se perd de l'objectif. Lorsqu'on quittait notre pays d'origine, on se dit, voilà, je vais au Canada pour travailler, je vais au Canada pour un avenir meilleur, je vais au Canada pour fréquenter, je vais au Canada pour faire ci. Il y avait un objectif précis. Même pour les résidents permanents qui viennent avec une plus longue durée, il y avait un objectif précis qui se dit, voilà, voici ce que je vais atteindre au Canada, voici ce que je vais faire au Canada. Et lorsqu'on arrive, avec la mouvance des choses, avec l'engrenage des choses, dépendamment de la communauté dans laquelle on se trouve, dépendamment de plusieurs choses, n'est-ce pas? Ça peut arriver que on perd de vue l'objectif, on perd de vue la raison pour laquelle on est venu. Donc je dirais, c'est toujours très important de se rappeler pourquoi est-ce qu'on est là, parce que cette question va nous donner, n'est-ce pas, va nous permettre de remettre les regards, n'est-ce pas, sur nos priorités. Et la priorité, très souvent, c'est quoi? D'abord, c'est le loyer. Parce que naturellement, tout le monde a besoin d'un toit où dormir. D'abord, c'est le loyer. Ensuite, c'est la nourriture. On doit manger, naturellement, pour avoir des forces. Donc, on doit avoir un endroit où dormir, avoir quelque chose à manger. Après, le transport. C'est vrai, on va se dire, pourquoi pas le transport après le loyer? Non, parce que après, on a deux pieds, tu vois, on peut se déplacer. N'est-ce pas? On peut marcher, aller à la boutique et tout. Pour ceux qui ont la capacité de marcher. Après, si il y a d'autres qui peuvent, n'est-ce pas, être handicapés et tout, je comprends ça. Bon, peut-être d'autres peut-être ont des chaises roulantes ou des accommodations qui peuvent être là. Mais très souvent, il y a aussi des accommodations aussi autour des personnes aussi vulnérables, des personnes handicapées, pour les permettre, n'est-ce pas, de pouvoir subvenir à leurs besoins, de pouvoir se déplacer librement. Donc, je dirais, le loyer d'abord, c'est la première des choses. Le, 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 la nutrition et ensuite le transport. Ça, c'est les trois choses. Après, je ne peux pas vous dire, comme je dis, on a déjà revu le coût de vie au Canada. Je ne veux pas encore entrer dans le loyer ou aller ou louer tout ça là. Mais ça va dépendre de vous, dépendamment de la ville où vous vous trouvez, dépendamment de votre situation. Si vous arrivez comme étudiant, naturellement, je vais vous conseiller de prendre une chambre. Si vous arrivez comme travailleur, ça va dépendre du travail que vous avez, ça va dépendre du poste que vous avez. Si vous avez un très grand poste, ça dépend de vous, vous pouvez prendre un appartement même au centre-ville. Ça dépend de vous si vous avez un travail
assez moins, vous pouvez prendre dépendamment de vos revenus. Si vous êtes résident permanent aussi, pareil. Si vous êtes venu en famille, si vous êtes venu seul, ça dépend maintenant des accommodations. Et je propose aussi, pour ceux qui ont la résidence permanente, contactez, si vous avez des amis, si vous avez de la famille, contactez-les déjà pour avoir des briefings, n'est-ce pas, sur comment vous allez faire une fois arrivé ici. C'est-à-dire qu'avec le logement, avec cela, pour qu'ils vous aident un peu, pour qu'ils vous aident un peu avec des facilités, n'est-ce pas, une fois arrivé ici. Donc, voilà, je dirais le logement, voilà les trois choses. Le logement, la nutrition et le transport. Une fois que ces trois choses sont déjà couvertes, n'est-ce pas, là maintenant, à vous de voir comment vous gérez le reste de votre argent. À vous de voir comment, est-ce que vous allez dépenser ça de telle manière, est-ce que vous allez investir ça de telle manière, est-ce que vous allez faire ci, est-ce que vous allez faire ça. Et je ne suis pas venu ici donner des conseils financiers, à des personnes, mais je suis juste venu ici décrire un peu comment est le système financier canadien. C'est juste une parenthèse pour dire, il faut savoir déterminer ses priorités parce que après, le système nous distrait beaucoup et ça peut vraiment nous éloigner de notre objectif principal. Or, il faut se poser la question, quelle est la raison pour laquelle je suis venu au Canada vraiment? En soi, quelle est vraiment la raison pour laquelle je suis venu ici? Et c'est cette question qui va nous permettre de revenir vraiment à l'essentiel, revenir vraiment à nos objectifs. Donc, une fois que j'ai dit cela, n'est-ce pas, on continue. On a déjà notre compte bancaire, on a notre carte bancaire, on a notre carte de crédit. Maintenant, ça vient au niveau maintenant du travail. Lorsqu'on commence à travailler au Canada, n'est-ce pas, ça entre toujours dans le système financier. Lorsqu'on commence à travailler, très souvent, pour ceux qui viennent peut-être d'Afrique, la majorité d'entre nous, peut-être, on était payé par cash. D'autres étaient payés peut-être à la banque, tu pars à la banque retirer peut-être ton chèque ou autre, et d'autres étaient payés par virement bancaire. Au Canada, la plupart des jobs vont vous payer par virement bancaire. Lorsque vous travaillez, on va vous payer votre salaire par virement bancaire et très souvent, la paye se donne tous les 2 semaines. Deux fois, c'est chaque semaine, dépendamment. C'est un peu rare, n'est-ce pas? Deux fois, c'est chaque semaine. C'est rare que vous allez voir qu'on vous paye mensuellement. C'est extrêmement rare. Je n'ai pas encore vu une personne qu'on le paye mensuellement. La majorité, c'est chaque 2 semaines, on te paye. Et d'autres personnes aussi, on peut les payer chaque semaine, n'est-ce pas? Mais la majorité d'entreprises vont vous payer chaque 2 semaines. Et lorsque chaque 2 semaines, on vous paye très souvent de deux manières. Majoritairement, on va vous faire le virement bancaire. La plupart des jobs, la plupart des boulots que vous allez faire au Canada, on va vous payer par virement bancaire. D'autres boulots maintenant, on va vous payer par chèque. D'autres boulots, on paye par chèque. C'est vrai qu'il y a aussi des boulots, on peut vous payer avec argent comptant, mais majoritairement, pour la traçabilité, pour la bonne ordre des choses, n'est-ce pas? On va toujours vous payer soit par virement bancaire, soit par chèque. Comme ça qu'on va vous payer au Canada, n'est-ce pas? Pour la traçabilité et tout. Et lorsque vous allez travailler, on va vous demander votre numéro d'assurance sociale parce que c'est avec ça que on fait la déclaration de taxes. Ça veut dire que votre employeur utilise cela pour pouvoir reporter, n'est-ce pas, vos revenus au niveau des impôts au Canada, au niveau de l'Agence de revenus du Canada, pour qui va, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, traite, n'est-ce pas, vos impôts, qui traite, n'est-ce pas, vos finances. Ça veut dire que chaque année, à la fin, au début de l'année, en fait, on va vous donner vos relevés de taxes, n'est-ce pas, pour l'année dernière. Ça veut dire, si on est en 2025, on est en 2025 aujourd'hui, en début d'année, on vous donne votre T4, ça s'appelle un T4, on vous donne votre fiche de taxes, n'est-ce pas, pour l'année dernière. Et c'est avec ça que vous allez utiliser pour aller déclarer vos taxes, n'est-ce pas, chez le gouvernement. C'est vrai qu'une partie vous êtes envoyée, une partie envoyée au gouvernement, mais il va falloir toujours que vous partez aussi encore déclarer pour que si vous avez des retours de taxes, on va vous renvoyer vos retours de taxes. Si vous n'avez pas de retours de taxes, dépendamment, on ne va pas entrer ici sur les, on va pas entrer sur les taxes, c'est pas une... Cette vidéo n'est pas faite pour les taxes, n'est-ce pas? C'est fait pour le système financier au Canada. Donc, on va vous envoyer votre T4, n'est-ce pas? Vous allez aller et vous allez reporter cela. Donc, voilà. Cela dit, vous allez trouver un travail, n'est-ce pas? Avec le travail, on va vous payer très souvent par virement bancaire ou par chèque. C'est ça, on vous paye par virement bancaire chèque tous les 2 semaines. Donc, ça vous donne déjà comment vous planifiez vos dépenses. Sachant que si c'est chaque semaine, vous savez comment planifier vos dépenses. Si tous les 2 semaines, vous savez comment planifier vos dépenses. Et comme j'ai dit, majoritairement, ça sera tous les 2 semaines. Donc, tous les 2 semaines,
Vous allez programmer, n'est-ce pas, vos dépenses en fonction de cela. Très souvent, certaines personnes, lorsqu'ils ont des crédits, lorsqu'ils ont des dettes et qu'ils doivent échelonner cela, ils mettent souvent ça le jour de leur paye pour que ça les coupe automatiquement. Donc, après avoir dit cela, on a vu, donc vous entrez, vous avez votre compte bancaire, vous avez votre travail, on vous paye, n'est-ce pas, pas dans votre compte bancaire. Vous voyez comment ça se suit. On vous paye dans votre compte bancaire. Maintenant, il y a d'autres moyens, n'est-ce pas, de pouvoir rentabiliser votre argent. On a parlé déjà de la carte de crédit. Après aussi, il y a aussi des différents produits que la banque offre, comme peut-être ce qu'on appelle le Tax Free Savings Account. C'est en anglais, désolé, je donne le mot en anglais, je ne sais pas vraiment le mot en français, Tax Free Savings Account. C'est un compte en fait que pour permettre d'épargner sans qu'on ne vous charge des taxes là-dessus. Parce que dans un compte d'épargne courant, n'est-ce pas, dans un compte d'épargne classique, vous pouvez épargner, mais à un certain niveau, on peut vous charger des taxes sur les intérêts que vous avez eu. Ça veut dire parce que le compte d'épargne très souvent a des intérêts. Donc maintenant, lorsque les intérêts deviennent très grands, très élevés, n'est-ce pas, on peut vous charger des taxes, n'est-ce pas, sur les intérêts accrus. Or, le tax free saving, ça veut dire le compte d'épargne sans qu'on peut, donc en fait, free tax, ça veut dire qu'on ne peut pas vous charger des taxes dessus. Vous pouvez épargner là-dedans, n'est-ce pas, sans qu'on ne vous charge des taxes. Et c'est des choses que la banque offre. Et il faut aussi savoir quelle est votre limite, parce que chaque année au Canada, il y a une limite pour chaque personne. Et je crois que c'est standard pour tout le monde. Il y a une limite que vous pouvez déposer à l'intérieur par an. Ça veut dire que si peut-être vous avez une limite de 5 000 $, vous ne pouvez pas déposer plus de 5 000 $ par an. Et la limite, n'est-ce pas, ça s'augmente. Ça veut dire que chaque année, vous allez voir quelle est votre nouvelle limite. Si vous n'avez rien mis l'année passée, je suppose, l'année passée, c'était 5 000 $. Cette année, c'est 10 000 $. Si vous n'avez rien déposé dans votre compte free de taxes l'année dernière et cette année, vous avez 10 000 $, ça fait que les deux cumulatifs, ça fait 10 000 $, ça fait 15 000 $. Ça veut dire que si vous avez 15 000 $, vous pouvez venir déposer d'un coup. N'est-ce pas? Il n'y aura pas de problème parce que ça s'accumule. Donc, si vous faites comme ça 2 ans, 3 ans, 4 ans, au fur et à mesure, ça s'accumule. Ça vous donne plus de marge. Mais si vous contribuez chaque année, vous ne pouvez que contribuer la limite de l'année ou bien la marge qu'il vous reste à contribuer. Vous voyez un peu donc. Vous n'allez pas contribuer plus que la norme. Et si vous le faites, je crois que la banque va refuser. Après, c'est aussi des choses que lorsque vous arrivez une fois sur le terrain, appelez votre gestionnaire, appelez votre banque, posez-les des questions sur ce type de compte et ils vont vous donner des informations là-dessus. Il y a aussi le compte REER pour la retraite, n'est-ce pas? Ce sont des comptes que vous pouvez ouvrir à la banque et qui va vous permettre de cotiser à l'intérieur pour votre retraite. Très souvent, lorsque vous mettez l'argent à l'intérieur, vous ne pouvez pas retirer. Lorsque vous mettez l'argent dans votre compte REER, dans votre compte RSP, ça c'est en anglais, le compte REER c'est en français, dans votre compte pour la retraite, vous ne pouvez pas la retirer. Et c'est un compte aussi qui n'a pas de taxes. Ça veut dire qu'on ne charge pas les taxes dessus, à moins que vous voulez retirer l'argent. Donc, si vous retirez de l'argent, on vous charge des taxes sur la somme qui a été retirée. Mais si vous ne retirez pas de l'argent, on ne vous charge pas de taxes. Donc, ça veut dire que si vous avez une bonne banque qui vous donne des intérêts sur votre compte REER, c'est aussi une autre manière d'épargner et préparer votre retraite parce que c'est un argent normalement qui est fait pour la retraite. Et quand au Canada, la retraite, c'est entre 65 et 70 ans. Je crois qu'à partir de 65 ans, vous pouvez être éligible à entrer à partir en retraite. Mais je crois que là, à 70 ans, automatiquement, vous ne pouvez plus contribuer dans votre compte REER, n'est-ce pas? Et vous devez commencer à prendre l'argent. Vous commencez à retirer l'argent. Si vous ne retirez pas de vous-même, le gouvernement va fixer un taux, un pourcentage qu'on doit vous donner chaque année de votre compte REER en fonction de l'argent qui s'y trouve. Ça veut dire que si à 70 ans, vous ne retirez pas l'argent de votre compte REER, la banque va faire des transferts de votre compte REER à votre compte courant, dépendamment du pourcentage que la banque, que le gouvernement a déterminé. Donc voilà un peu certains couloirs, n'est-ce pas, certaines astuces pour pouvoir épargner et pouvoir aussi éviter des taxes. Et le compte REER aussi, l'avantage du compte REER, c'est que si vous avez des revenus très élevés, le compte REER peut vous aider, n'est-ce pas, au moment de la déclaration de taxes, de pouvoir, n'est-ce pas, pallier à certaines taxes, à pouvoir réduire vos revenus. Parce que si vous contribuez pour votre retraite, on suppose que ça diminue, n'est-ce pas, vos revenus parce que vous avez mis de l'argent de côté pour la retraite. Parce qu'un argent sur le long terme, vous ne pouvez pas avoir accès à cet argent immédiatement. Donc, ça diminue donc
vos revenus. Et ce qui fait que ça baisse votre marge. Comme j'ai dit aujourd'hui, on ne parle pas des taxes. On va pas parler de cela aujourd'hui. On pourra faire une autre vidéo plus tard qui va parler des taxes. Donc, mais le compte réel, déjà, ça peut aussi vous aider à réduire, n'est-ce pas, vos revenus, n'est-ce pas, annuels, qui peuvent vous aider à avoir au niveau des taxes, lorsque vous faites votre déclaration de taxes, peut-être avoir un retour de taxes ou quelque chose de ce genre. Donc, une fois dit cela, vous avez votre banque, vous avez votre travail qui vous paye par virement bancaire à votre banque. Et dans votre banque, maintenant, vous avez un compte courant, vous avez un compte de crédit, vous avez votre compte peut-être tax-free savings, vous avez votre compte réel. Et je tiens à dire que la limite de la tax-free savings est différente de la limite du compte réel. Les deux ne sont pas jumelés, c'est deux comptes différents. Le tax-free savings a sa limite, le compte réel a sa part de limite aussi. Et le compte réel, ça va en fonction du pourcentage de votre revenu l'année d'avant. Ça veut dire quoi? Si je veux mettre de l'argent dans mon compte réel cette année, je dois mettre en fonction de mes revenus de l'année dernière. Ça veut dire si l'année dernière j'ai fait X, j'ai eu un revenu de X, n'est-ce pas? Cette année, on va me donner un pourcentage que je peux mettre en fonction de mes revenus l'année dernière. Donc, ça veut dire que si le pourcentage c'est 10%, je vais prendre, la limite, ça sera 10% de mon revenu de l'année dernière. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que si j'ai fait X, ça fait 10% de X. Et c'est ce 10% de X là que vous mettez dans votre compte réel. Donc, le compte réel, c'est un pourcentage. La limite du compte réel, c'est le pourcentage des revenus que vous avez fait l'année d'avant. C'est un peu compliqué. Je ne sais pas si ça complique et tout, mais voilà, c'est ça, c'est un peu complexe. Une fois arrivé, pour tu appeler votre banque qui peut mieux vous expliquer plus d'informations là-dessus. Je suis juste ici pour nous donner. En fait, comme je dis toujours, je ne suis pas un expert, je ne me prends pas pour un expert. J'essaie juste de nous donner des informations que je pense que ça m'a aidé et je pense que ça peut vous aider aussi, n'est-ce pas? C'est des choses que voilà, j'ai pu apprendre de par ma vie au Canada, de par mon parcours au Canada, peut-être de par mon expérience ici. Et je me dis que ça peut être aussi bénéfique pour vous. Donc, c'est pour ça que je fais des vidéos de ce genre pour vous ouvrir un peu l'esprit avant d'arriver. Et là, ça permet, lorsque vous arrivez, vous pouvez faire aussi vos propres recherches, n'est-ce pas? Je vous encourage aussi à faire vos propres recherches. Ne prenez pas ma parole pour acquis parce qu'après, les choses changent, n'est-ce pas? Ce que je dis aujourd'hui, après 2 semaines, peut-être après 1 mois, après 1 an, après 2 ans, les choses peuvent changer. Le gouvernement peut changer, le gouvernement peut changer sa politique et tout. Donc, je ne suis pas ici pour dire que ce que je dis, c'est la vérité absolue. Faites aussi vos propres recherches et demandez aussi peut-être à la banque, à vos institutions financières, de vous éclairer là-dessus. Mais suivez-moi pour moi parce que je me dis, ça peut aussi vous être bénéfique. Après avoir dit cela, il y a aussi d'autres moyens, n'est-ce pas, d'avoir du crédit. Si vous voulez peut-être, à supposer que vous voulez investir, vous voulez peut-être, n'est-ce pas, faire un business, il y a des moyens d'avoir des crédits. Il y a ce qu'on appelle des marges de crédit, n'est-ce pas? La marge de crédit, il y a un marge de crédit, c'est très souvent pour quelque chose de personnel. Maintenant aussi, pour un business, vous partez à la banque, vous dites à la banque, ok, j'ai besoin d'une marge de crédit. On vous demande, ok, quelle est la raison pour laquelle vous voulez avoir votre marge de crédit? Est-ce que c'est pour un truc personnel? Est-ce que c'est pour un business? Elle dit, oh non, c'est pour mes besoins personnels. Et puis, ils vont évaluer, n'est-ce pas, votre crédit. Il y a le bureau de crédit, n'est-ce pas? Le bureau de crédit, c'est ça qui détermine, n'est-ce pas, votre crédibilité. Comment est-ce que le bureau de crédit fonctionne? On va faire une petite parenthèse sur le bureau de crédit avant de revenir sur la marge de crédit. Le bureau de crédit, c'est en réalité comment vous gérez votre crédit au Canada. Ça veut dire que si on est, par exemple, on a parlé de la carte de crédit tout à l'heure, la carte de crédit, on vous donne un certain montant. Et maintenant, on va voir votre capacité à utiliser le montant qui est dans la carte de crédit et à rembourser. Plus vous utilisez et plus vous remboursez à temps, n'est-ce pas, ça augmente votre crédibilité. Ça veut dire qu'au bureau de crédit, vous êtes plus crédible, n'est-ce pas? Et très souvent, au bureau de crédit, ça va avec des chiffres. On a parlé aussi, lorsqu'on parle dans la vidéo de la carte de crédit, on a parlé de cela. Donc, ça va avec des chiffres. Il y a 7, quand c'est 700, c'est quand même bien. 800, c'est très bien. 900, excellent. Ouais, donc, voilà, en dessous de 500, c'est un peu médiocre et tout. En dessous de 600, c'est déjà dans la médiocrité. Donc voilà, le bureau de crédit évalue tout ça parce que lorsque vous entrez, lorsque vous partez à la banque, vous faites vos informations, la banque crée déjà un dossier au bureau de crédit avec vos informations. Et comment vous gérez vos crédits avec la banque, n'est-ce pas? La banque envoie un rapport au bureau de crédit. Au bureau de crédit. Donc, le bureau de crédit a le rapport de la banque sur comment vous gérez votre crédit avec la banque. Et ce n'est pas nécessairement avec la banque, ça peut être d'autres institutions financières qui
sont attachés au bureau de crédit. Il y a des institutions financières qui ne sont pas attachées au bureau de crédit, des institutions financières qui sont attachées au bureau de crédit. Donc ça veut dire que toutes les institutions financières, la majorité même d'abord sont attachées au bureau de crédit. Toutes les institutions financières qui vous prêtent de l'argent, il y a de grandes chances qu'ils vont envoyer un rapport à votre bureau de crédit de comment vous utilisez votre dette, comment vous gérez votre dette. Donc si vous gérez bien la dette, vous aurez un bon score au bureau de crédit. Si vous ne gérez pas bien votre dette, vous aurez un mauvais score au bureau de crédit. Ce sont les choses comme ça qui vont être déterminantes pour avoir encore de la dette à l'avenir, pour avoir encore du crédit à l'avenir. Donc, lorsque vous utilisez une carte de crédit, on a parlé ça dans la carte de crédit, allez regarder la carte de crédit. Soyez vraiment, la limite est là, payez, soyez toujours à temps, payez la limite toujours à temps. N'utilisez pas trop l'argent de la carte de crédit, utilisez ça de temps à autre, ne laissez pas ça dormir comme ça sans rien faire avec. Utilisez ça aussi de temps à autre, mais remboursez toujours à temps. Si vous pouvez rembourser le tout, remboursez le tout. Je suggère toujours que utilisez la capacité, utilisez le montant que vous pouvez tout rembourser. Donc voilà, une fois d'avoir dit cela, on revient sur la marge de crédit. La marge de crédit, donc la banque, avant de vous donner cela, on regarde votre historique de crédit. On regarde votre historique au bureau de crédit. On va, ok, il gérait bien ses crédits, il a tel crédit, il a telle chose. Il gérait bien ce crédit, il a un bon score au bureau de crédit, il a tel nombre de dettes déjà qu'il a déjà acquéri. Et ils vont évaluer cela en fonction aussi de votre salaire, aussi de vos revenus. Ils vont évaluer tout cela et ils vont déterminer quel est le montant qu'ils peuvent vous donner. La marge de crédit, par contre, par exemple, si c'est pour un crédit, une dette personnelle, un crédit personnel, la majorité des banques, le minimum c'est 5 000 $. Donc, vous allez aller demander, ok, je veux une marge de crédit et tout. Si vous êtes qualifié, on va vous donner 5 000 $ minimum. Si au plus, je crois que d'autres banques, ça va dans les 30 000 $, ça va dans les 50 000 $, dépendamment de comment est votre score au bureau de crédit. Donc, voilà. Une personne comme moi, j'ai pas souvent eu la chance avec ça. Mais voilà, petite parenthèse. Si vous voulez avoir du crédit, n'est-ce pas, il y a la marge de crédit qui est recommandable. C'est toujours bien d'avoir le crédit avec la banque parce que les taux d'intérêt ne sont pas très élevés et dépendamment de comment vous gérez aussi votre dette. Donc, il y a ça. La marge de crédit, ça peut être un crédit personnel ou un crédit pour le business. Et la banque évalue, n'est-ce pas, en fonction du bureau de crédit, en fonction du nombre de dettes que vous avez déjà et aussi en fonction de vos revenus. Après, il peut y avoir aussi d'autres institutions financières hors de la banque. Maintenant, les institutions financières hors de la banque, ça peut être comme on voit un peu dans nos pays d'origine, des microfinances ou des petites institutions financières à côté là, des créditeurs, des gens qui donnent souvent le crédit, n'est-ce pas? Ils peuvent aussi vous donner le crédit facilement, mais la chose c'est juste que avec ces institutions financières, le taux d'intérêt est souvent très élevé. Donc lorsque vous prenez un crédit avec eux, en fait, ils ne seront pas trop exigeants, n'est-ce pas, sur la dette et tout. Donc ils peuvent facilement vous donner le crédit, mais le taux d'intérêt sera très élevé. Donc si vous prenez le crédit avec eux, faites attention parce que ça risque vous allez payer beaucoup d'intérêt. Faites vraiment très attention. Et aussi, beaucoup de ces personnes aussi reportent aussi au bureau de crédit. On aussi voit. Ce n'est pas pour dire que tous ceux qui demandent, on va les donner. Non. Ils vont aussi regarder aussi votre bureau de crédit dépendamment de ce que vous voulez appliquer, dépendamment de la somme que vous voulez avoir. Ils vont regarder regarder le bureau de crédit et ensuite, ils vont évaluer si c'est ce qu'ils peuvent vous donner ou ils peuvent ne pas vous donner. Donc, en général, voilà un peu comment les finances se passent au Canada. Il y a la banque qui gère pratiquement tout en ce qui en fait, les transactions bancaires, les transactions financières, la banque, tout passe vraiment par la banque avec votre carte de crédit ou votre carte bancaire. Après, il y a les institutions financières autour de la banque qui peuvent aussi vous accorder du crédit. Il y a la possibilité d'avoir du crédit et aussi la possibilité d'avoir du crédit même avec le gouvernement. On pourra revenir, je ne veux pas être trop long sur la vidéo parce que si on veut parler des finances, on peut commencer aujourd'hui, finir même demain, n'est-ce pas? Donc, je vais revenir encore sur une autre vidéo, peut-être une partie 2, pour parler un peu plus en détail sur le crédit et sur comment, n'est-ce pas, bien gérer son bureau de crédit potentiellement pour avoir des grosses dettes à l'avenir, peut-être comme une maison, n'est-ce pas, comme peut-être une voiture, si vous voulez acquérir une voiture, ou bien peut-être d'autres choses, n'est-ce pas, le crédit aussi scolaire, pour ceux qui viennent peut-être avec la résidence permanente et qui veulent fréquenter et voir un peu comment vraiment le bureau de crédit est très important et très capital, n'est-ce pas, pour notre évolution, n'est-ce pas, notre vie, parce que ici en Occident, pour dire vrai, plusieurs personnes évoluent avec le crédit. Plusieurs personnes, la majorité évolue avec le crédit.
la majorité du pays avec le crédit. Et même, c'est un système qui encourage même le crédit. Donc, quand il y a le bureau de crédit comme ça, on veut voir la crédibilité. Comment savoir la crédibilité? C'est quand vous prenez la dette. Et lorsque vous prenez la dette, il faut que vous soyez propre, il soit capable de rembourser votre dette ou bien de répondre aux exigences de la dette. Donc, lorsque vous répondez aux exigences, lorsque vous êtes à l'heure, n'est-ce pas, vous remettez toujours votre argent à temps, vous remboursez toujours votre dette à temps, ça vous donne un bon score au bureau de crédit et ça vous rend plus crédible à l'avenir lorsque vous voulez vous voulez demander un crédit un peu plus élevé pour quelque chose. Il y a le crédit pour tout, même la télévision, le canapé, les lits, je dis pour tout, dépendamment. Vous pouvez aller voir dans des stores, il y a des choses pour tout, des paiements un peu. Donc, partez, vous prenez un article et puis vous payez un peu. Mais tout cela, ça dépend aussi de votre crédit, de votre score au bureau de crédit. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a permis d'apprendre un peu quelque chose sur le système financier au Canada, sur comment gérer aussi un peu ses finances. Je ne voulais pas être là à donner peut-être des conseils comment gérer ses finances parce que moi, je ne suis pas sûr que je suis le meilleur gestionnaire des finances. Mais voilà, je voulais juste un peu nous ouvrir l'esprit sur comment ça se passe, n'est-ce pas, avec les finances au Canada et comment bien, n'est-ce pas, appréhender le système financier canadien. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous encourage à liker, à partager et à vous abonner. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.